bonjour à tous. Bonjour Rin, bonjour Ingrid. Je suis ravi d'animer en ligne cette sixième masterclass dans le cadre du programme MITSIR. Donc, merci à Ingrid Genillon et à Rin Rakoutoirsou d'être présentes avec nous aujourd'hui. Le thème de notre masterclass aujourd'hui, qui va être passionnant, très opérationnel, comme d'habitude, sans tabou. Entreprise à taille humaine, jongler entre l'opérationnel et le stratégique, basé évidemment sur l'expérience de nos deux intervenantes qui sont, cela ne vous aura pas échappé, deux femmes et à qui je laisserai l'honneur de se présenter tout à l'heure, chefs d'entreprise, dirigeantes d'entreprise et qui vivent au quotidien ce grand écart entre l'opérationnel et le stratégique, le jour, la nuit, au travail, pendant les vacances. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est la sixième masterclass d'un programme qui s'insère dans le cadre du Startup Programme MITSIR. On a abordé des thèmes déjà passionnants que je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui ne les ont pas suivis, à retrouver sur notre chaîne YouTube, sur une playlist dédiée aux masterclass du Startup Programme MITSIR. On a abordé un thème sur la digitalisation des PME et les outils à la disposition des PME et des startups pour se digitaliser. Un thème sur l'entrepreneuriat comme levier d'amélioration des conditions de vie des communautés locales et de la conservation de l'environnement, à Madagascar, plus encore qu'ailleurs. Sur la notoriété de marque, un enjeu central pour la pérennité des entreprises. Sur la culture d'entreprise, les RH, comme outil pour fidéliser et pour attirer les talents. Et enfin, le dernier thème qu'on a abordé il y a 3 semaines environ, sur la relation entre entrepreneurs et investisseurs. J'en profite pour remercier chaleureusement la vingtaine d'intervenants sur ces masterclass, qui sont tous des praticiens de l'entrepreneuriat, des directeurs, des entrepreneurs, des fondatrices et fondateurs qui sont venus nous partager à la fois leur vision et leur quotidien, avec, comme je le disais à Rin et à Ingrid tout à l'heure, cette idée de créer des contenus qui restent à disposition comme des outils de formation et de capitalisation, et de les créer non pas sur un bureau en chambre, mais de les créer live avec les expériences, les vécus de nos intervenants et de nos intervenantes aujourd'hui. Donc, ces masterclass sont à la fois disponibles sur la chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Un petit mot sur le programme, le Startup Programme MITSIR, dans lequel s'insèrent ces masterclass. C'est un programme d'accélération de jeunes entreprises à impact positif sur l'environnement et sur le développement local. C'est un programme que Miaracap a créé avec USAID, qui est le partenaire financier de ce programme et que je ne cesse de remercier à chaque fois et que je remercie encore aujourd'hui. La philosophie de ce programme, c'est d'identifier, de sélectionner, de détecter les futurs champions de l'entrepreneuriat à impact environnemental positif et de leur donner un ensemble d'outils. Alors, chez nous, on appelle ça des briques pour construire une maison qui sera, on l'espère, rayonnante et se développera et qui sera leur entreprise. Les 5 briques de cet accompagnement, c'est bien sûr des financements. On est un des rares programmes d'accélération à Madagascar et d'une manière générale qui va avec des financements significatifs, progressifs. Donc, c'est des financements qui vont de $3 000 à $25 000 et qui peuvent atteindre un total de $45 000 sur la vie du programme. Ça, c'est la première brique pour permettre à ces entreprises de commencer à mettre en œuvre leur vision. C'est difficile sans financement. Les 4 autres briques qui vont avec et qui prennent leur sens et qui donnent du sens à ces financements, c'est le mentorat. On a la chance de pouvoir travailler, et j'espère que Rin et Ingrid signeront à la fin de la masterclass pour devenir mentor d'entrepreneurs, et je suis sûr qu'il y aura de nombreuses demandes d'entrepreneurs pour être mentorés par Ingrid et Rin. En fait, on le sait tous, une des difficultés de l'entrepreneur, c'est la solitude, et on essaye d'apporter à ces entrepreneurs accélérés l'appui d'une grande sœur ou d'un grand frère qui est passé par là et qui, en toute humilité, en toute discrétion et en toute bienveillance, en toute exigence également, apporte périodiquement, mensuellement, de l'écoute
et éventuellement des conseils et du réseau. La deuxième brique, c'est évidemment des formations, des renforcements de capacité. Donc, la masterclass s'intègre en partie dans ce programme de formation et de renforcement de capacité. Mais on a la chance également d'avoir des intervenants qui animent des ateliers de travail, qui animent des formations spécifiques sur les techniques de vente, sur la fiscalité, sur la théorie du changement, qu'est-ce qu'on veut changer et comment on fait, sur la gestion des ressources humaines, etc. La quatrième brique de ce startup programme, c'est l'assistance technique sur des sujets cette fois-ci très spécifiques et très propres à chacune des entreprises accompagnées. On essaye d'identifier des vrais experts qui sont capables d'aider chacune des entreprises accélérées à débloquer un sujet particulier. Comment on accède à un marché en Europe, comment on accélère une certification, comment on travaille sur une identité de marque ou sur un packaging. Donc là, c'est vraiment de l'individualisé. Et c'est finalement ce réseau d'expertise et de compétences qui manque souvent aux entrepreneurs et à Madagascar, autant si ce n'est plus qu'ailleurs. Et enfin, la cinquième brique, et je vous remercie d'être en ligne aujourd'hui, et c'est celle qui d'ailleurs, je crois, donne de la valeur aux 4 précédentes, c'est l'écosystème, la communauté. C'est l'idée de se dire qu'on travaille, tous pour la même mission, qui est de mettre l'entrepreneuriat au cœur de la résolution de nos problèmes, que ce soit la fourniture de biens et services alimentaires, l'éducation, la communication. Voilà, nous, on estime que l'entrepreneur mérite d'être au cœur de toute la résolution de ces problèmes et évidemment du développement et de la conservation de l'environnement. Et en fait, on essaye de regrouper autour de ce programme un écosystème, une communauté de gens qui pensent la même chose et qui viennent apporter, chercher des contacts, des compétences, des clients, des fournisseurs, des banquiers, des partenaires techniques, des partenaires financiers. Voilà, donc dans cet esprit-là, on est vraiment heureux. Il y a quelques dizaines d'auditeurs aujourd'hui. Il y en aura beaucoup plus sur la rediffusion, je l'espère. On sera très heureux dans un deuxième temps de vous permettre de poser des questions. Il ne faut vraiment pas hésiter. C'est aussi une façon de créer du lien. Donc, merci beaucoup. J'ai été un petit peu long pour cette introduction. Je parlerai beaucoup moins après. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est, comme je le disais tout à l'heure, entreprise à taille humaine. Déjà, c'est quoi une entreprise à taille humaine? On commencera peut-être par ça. Est-ce que vous avez toutes les deux la même vision? Jongler entre l'opérationnel et le stratégique. Une question que, comme je disais, les entrepreneurs se posent et il leur occasionne, je crois, de nombreuses nuits sans sommeil. Donc, merci d'avoir accepté de participer à cette masterclass. Merci Rin, merci Ingrid. Je vous propose de commencer par vous présenter et présenter les entreprises que vous dirigez avant que nous rentrions dans le vif du sujet. Je te laisse commencer, Rin. Merci Emmanuel. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Rina Rakoutoir-Sou. Je suis DGA de Chiki maintenant depuis 2 ans et demi. Chiki, en fait, c'est une chaîne de restauration spécialisée dans le poulet qui a été créée en 2017 et a été reprise par le groupe Arpiochem à partir de l'année 2021. Merci. On reviendra tout à l'heure sur Chiki, mais c'est une entreprise dont on est très heureux d'être partenaire avec Miracap. Donc, on reviendra sur une présentation plus en détail. Ingrid, si tu veux nous parler un petit peu de Step Up. Merci Emmanuel. Bonjour à tous. Donc, je suis effectivement Ingrid et aujourd'hui, j'ai la chance de diriger une entreprise qui s'appelle Step Up, que j'ai créée en 2013. Et en fait, on gère la communication digitale des entrepreneurs et des entreprises sur l'océan Indien et aussi sur le territoire français. Voilà. Bon, il va falloir que je vous fasse parler un peu plus. Ok, on attaque. Entreprise à taille humaine, c'est l'occasion pour moi de vous demander d'en dire un peu plus sur vos entreprises et prenez le temps qu'il faut parce que je pense que au-delà des sujets qu'on a préparés, des conseils qu'on va donner, je pense qu'il y a dans l'histoire de vos entreprises et la façon dont vous les présentez
déjà des éléments qui vont beaucoup nous éclairer sur ce que ça veut dire une entreprise à taille humaine, sur ce que ça veut dire le stratégique, sur ce que ça veut dire l'opérationnel. Ingrid, tu veux nous en dire un peu plus sur Step Up et sur toi d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a amené en tant qu'entrepreneur à créer Step Up? C'est quoi l'histoire? Vous en êtes où aujourd'hui? Où vous voulez aller? Et c'est quoi une entreprise à taille humaine? Oula, beaucoup de questions, tout ça, ma foi. Alors, Step Up, en fait, c'est aujourd'hui, on aime à dire 45 licornes, parce qu'on a au-delà de la taille humaine, on a un système de management, on a un système de fonctionnement, on est un petit peu décalé dans notre manière de faire. C'est aussi, je pense, parce qu'on est à taille humaine qu'on réussit à le faire aujourd'hui. Et en fait, Step Up en 2013, bah, c'était moi, sans être égocentrée. Voilà, j'étais toute seule au premier étage de ma maison, dans mon petit bureau. Et puis j'ai commencé à avoir un premier client qui m'a fait confiance, en fait. Et donc, j'ai travaillé avec lui jusqu'en 2017. Un seul client. Voilà. Parce que j'arrivais, sans rentrer dans le détail, j'arrivais de France, d'une autre entreprise pour laquelle j'ai déposé le bilan. Donc, j'arrivais avec un bagage émotionnel et entrepreneurial un peu compliqué. Donc, j'avais pas forcément envie de repartir avec des collaborateurs, de repartir avec voilà. Donc, j'avais décidé que je resterais toute seule au premier étage, chez moi, sans clients, sans collaborateurs, sans rien du tout. Bref. Et puis, un premier client a fait un deuxième client, a fait un troisième client. Et on s'est dit à la maison que j'allais peut-être pas mettre les collaborateurs que j'étais désormais un peu obligée de recruter dans le milieu du salon. Et donc, c'est comme ça que l'aventure Step Up et les Step Upiens licorne a démarré. C'est-à-dire qu'en 2018, j'ai embauché la première collaboratrice. Et puis aujourd'hui, on est 45. Alors, pour quelqu'un qui, en 2013, ne voulait plus de collaborateurs, ne voulait plus de clients, ne voulait vraiment rester toute seule, bah voilà. Et donc, taille humaine, pourquoi? Parce que je suis une entrepreneur, parce que j'aime l'humain, j'aime les collaborateurs, j'aime les gens. Et aujourd'hui, j'ai envie de continuer à faire, par exemple, le simple entretien annuel, l'entretien individuel. J'en ai encore fait un ce matin avec Joa. Et donc, je peux prendre le temps, 1 heure et demie, de discuter avec mes collaborateurs, je pense, parce qu'on est encore sur une taille humaine. Et après, l'humain, bon, bah, tout ce qui va avec, hein, un management humain, une écoute, enfin voilà, tout ce qui, on en reparlera peut-être après. Mais voilà ce que je peux vous dire de Step Up et qui je suis. Voilà. Merci. J'ai encore une question pour toi. On a donc le thème, c'est de jongler entre le stratégique et l'opérationnel. On lit souvent la question du stratégique à la vision. C'était quoi la vision de Step Up du départ? Est-ce qu'il y en avait une? Est-ce qu'il y avait une stratégie? Est-ce qu'il y avait un problème spécifique auquel tu voulais répondre? Ou finalement, est-ce que bon voilà, il y avait de la place dans le salon, tu as créé une boîte et puis quelques années plus tard, vous êtes 45? Alors, je ne dirais pas qu'il y avait une stratégie. Je ne pense pas qu'il y avait une vision, mais je pense qu'il y avait un rêve que j'ai toujours eu. Et si j'étais entrepreneur en France sur un métier un peu différent, mais avec quand même quasiment une quinzaine de collaborateurs pendant une quinzaine d'années, et si je le suis à nouveau, c'est parce que mon rêve, c'est d'être entrepreneur. C'est parce que j'aime ça, en fait. Et la vision, pour moi, au-delà de la vision stratégique de l'entreprise avec les ambitions, les actions, les reportings, le suivi, etc., je pense que c'est avant tout aussi un rêve. Et ici, je trouve que mon rêve est encore plus fort qu'en France parce qu'aujourd'hui, j'ai une entreprise qui a de l'impact. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus concret, beaucoup plus quotidien. Je ne dis pas qu'en France, être entrepreneur, ça n'a pas d'impact. Hein, c'est pas ça que je dis. Mais je trouve qu'ici, j'ai vraiment voilà, un rôle que j'arrive vraiment peut-être à toucher, un rêve que je touche d'un peu plus près qu'avant. Si je te dis une phrase que j'aime beaucoup dire et que je dis moins aujourd'hui, mais que je disais beaucoup quand j'aidais des jeunes entrepreneurs à trouver leur voie, je disais souvent euh, que, que les meilleurs entrepreneurs sont ceux qui partent d'une envie et pas d'une idée. Ça t'inspire quelque chose? Et qu'à l'inverse, les pires projets d'entreprise sont ceux qui partent d'une idée et moins d'une envie. Bah, ouais, je pourrais être complètement d'accord avec ça, d'autant plus que si tu veux, quand moi j'ai démarré,
c'est quelqu'un qui m'a proposé de m'occuper de sa communication. Il est venu me voir et il m'a dit, voilà, j'ai vu quelque chose dans ce que vous avez fait par ailleurs, parce qu'à l'époque, j'étais aussi bénévole sur d'autres choses, et j'aimerais vous proposer de vous occuper de notre communication digitale. Alors moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, oui, mais moi, je suis architecte, je ne suis pas communicante du tout, quoi. Et en fait, c'est comme ça que ça a démarré. Et j'ai eu envie de le faire et je me suis formée et j'ai appris. Donc là, j'étais complètement dans l'opérationnel, mais absolument pas dans la stratégie. Et oui, je pense que c'est l'envie, parce que l'envie, on surmontera tout. On y arrivera quoi qu'il arrive, quoi. Merci pour ces premiers mots très entrepreneuriaux. Rin, toi, tu as rejoint l'aventure Chiki. Tu vas nous expliquer comment, un peu en cours de route. Est-ce que tu peux peut-être nous dire un mot, même si tu es arrivé en cours de route, est-ce que tu peux nous dire un mot peut-être sur ce que tu as compris de la vision de départ, de là où voulait et veut aller Chiki aujourd'hui, et de comment tu es arrivé, comment tu t'es inséré là-dedans, et quelle est la part de cette vision stratégique aujourd'hui que tu endosses? Par ma part, j'ai rejoint Chiki en 2021. Tout d'abord, j'ai rejoint Meracap en tant que taf externalisé. Puis après, ça s'était passé tellement vite que j'étais devenue TGA de Chiki. Au tout début, c'était vraiment en tant que DAF externalisé, donc que la partie finance, administration. Et puis, petit à petit, j'ai vu la partie opérationnelle. Au bout d'un an et demi, c'était à partir de 2022 que vraiment j'ai compris la partie stratégique. Donc, on était parti en 2021 juste pour survivre, pour faire survivre l'entreprise. Et petit à petit, on a essayé de construire la marque et puis se développer vraiment en essayant de voir autre chose que dans la restauration, de vraiment exploiter le domaine. Donc, c'est la partie stratégique. Et actuellement, ce que moi, j'endosse dans tout ça, c'est vraiment dans la mise en œuvre et dans le développement de ce qui est vision et stratégie de Chiki. Alors, soyons concrets maintenant. On va commencer à rentrer dans le concret. Ton poste de DGA, qui ressemble d'ailleurs plus à un poste de DG que de DGA, il consiste en quoi? Est-ce que tu te répartis les heures dans la journée entre la stratégie et l'opérationnel? Est-ce que tu te répartis les jours dans la semaine, les mois dans l'année? En quoi ça consiste? C'est quoi l'opérationnel? C'est quoi la stratégie concrètement dans ton job de DGA, ou comment on l'appellera chez Chiki? Ben, en tant que DGA chez Chiki, en fait, c'est une femme à tout faire quand on est dans une entreprise à taille humaine. Donc, entre la partie opérationnelle et stratégique, ben, l'opérationnel, c'est surtout la résolution des soucis du quotidien. Mais la partie stratégique, c'est vraiment la partie où on doit planifier tout ce qui est étape pour arriver à l'aboutissement de la partie stratégique. Donc, tous les jours, il n'y a pas d'horaire fixe, il n'y a pas d'emploi du temps, mais tous les jours, on a déjà comment dirais-je, pas notre planning, mais notre mode de fonctionnement. Tous les jours, y a-t-il, par exemple, auprès des points de vente, y a-t-il des ruptures, et ça, c'est la partie opérationnelle. Par contre, la partie stratégique, c'est vraiment qu'est-ce qu'on a décidé, partie stratégique, comment doit-on y parvenir et surtout se mettre un deadline. Tu peux nous parler d'un projet stratégique pour Chiki et de la façon dont il est abordé? Là, le projet qui m'a vraiment marqué, c'est le volet surgelé. On a développé la partie surgelée en 2022. C'était parti avec beaucoup de testing et surtout beaucoup d'essais pour des conditionnements. On s'est toujours fixé un deadline. On a toujours tendance aussi, qu'on est une entreprise à taille humaine, on a tendance à aller 1000 à l'heure. Donc, c'était vraiment un peu chronophage, déjà dans la recherche, dans la prospection de clients, mais surtout dans toutes les parties organisationnelles,
investissement aussi à côté pour les machines sous vide et tout ça. Moi, j'ai souvent tendance à dire que le stratégique, c'est le domaine du pourquoi. Pourquoi on fait les choses. C'est ça la stratégie. L'opérationnel, c'est le domaine du comment. Pour revenir un petit peu en arrière sur le pourquoi, tu te lances dans les surgelés. Pourquoi on décide, quand on est une enseigne de restauration rapide qui a des points de vente, qui à l'époque, d'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir, quand tu es arrivé chez Chiki, combien il y avait de points de vente et combien il y en a aujourd'hui. Pourquoi? Et pourquoi aujourd'hui l'entreprise réfléchit, vous réfléchissez à faire autre chose que l'activité initiale? Oui, quand j'ai rejoint Chiki, on avait 6 points de vente, mais on a tout de suite été obligé de les fermer un à un, puisque déjà, ça marchait pas vraiment beaucoup. Et de deux, c'était post-Covid, donc c'était la crise. Il y avait également les concurrents informels à côté. Donc, on avait du mal. Et le pourquoi, c'était vraiment à partir de ça. Donc, on s'est dit que la restauration, on peut pas survivre juste à partir de la restauration. Il va falloir qu'on trouve une autre solution pour pouvoir se développer déjà, pour pouvoir rentabiliser également l'entreprise. C'est très difficile, mais on a joué vraiment à partir de la marque. Et donc, à partir de la marque, vous avez fait quoi? À partir de la marque, déjà, il y avait les restaurations. Et puis, à partir de la marque, on a travaillé en partenariat avec la Juvena pour les restaurations. Donc, on a vraiment essayé de véhiculer, on essaie vraiment de vendre la marque, pas les restaurants, les produits, mais vraiment la marque. Donc, il y avait les rôtisseries et puis les produits surgelés et après le service traiteur. Et là, on travaille encore sur d'autres projets. D'accord, merci beaucoup. Donc, en fait, partant d'une analyse de la situation, des forces et des faiblesses d'une situation, la faiblesse, ce que je comprends, l'absence de rentabilité des points de vente face à l'informel, la difficulté dans le secteur de la restauration d'être une entreprise formelle, là où une grande partie des concurrents sont informels, la difficulté aussi j'imagine, c'était quoi les principales difficultés, les principaux problèmes qui empêchaient d'atteindre la rentabilité sur les points de vente? C'était quoi les bases de départ de l'analyse? Ben, tout à fait. Là-bas, c'était vraiment le post-Covid. Ouais. Donc ça, on a vraiment eu du mal à se relever après le Covid. Et puis, deuxièmement, c'est vraiment euh, le secteur d'activité qui n'était pas vraiment rentable déjà parce que face à la concurrence informelle et tout ça, mais surtout au niveau des inflations que l'on pouvait pas contrôler du tout, que l'on n'a pas que l'on pouvait pas maîtriser. Par exemple, en une année, euh, le coût du poulet, ça peut varier de 10 000 arrières à 19 000 arrières. Donc, nous, ça ne permettait pas du tout de, de, d'avoir une marge constante. Et aussi, par rapport à la concurrence, nous, on est monoproduit. Donc, ça, c'est aussi un peu bloquant pour nous. Donc, c'est à partir de ça qu'on a vu le pourquoi et comment. Une analyse lucide de la situation, des faiblesses, un pivot. Stratégie, on appelle ça un pivot. Donc, alors pas un pivot à 360 degrés, puisque vous ne revenez pas au point de départ, mais un pivot important qui vous a amené aujourd'hui à avoir une partie beaucoup moins importante de votre activité dans la restauration et de plus en plus importante de l'activité sur un métier qui n'était pas du tout le métier initial, pas du tout maîtrisé. Donc finalement, tout un tas de questions à se poser sur le comment, sur l'opérationnel. Et là, du coup, comment on fait pour s'inventer producteur et distributeur de produits surgelés? C'était à partir vraiment de la restructuration, d'une structuration de la gouvernance déjà, et structuration de l'équipe. Pour la partie surgelée, déjà pour les restaurants, il y a des coûts fixes. Mais on s'est dit pourquoi on a déjà le personnel, le matériel,
presque pas tous les matériels, mais on a déjà la base. Pourquoi pas on va faire quelque chose qui va, qui va, qui va, qui va combler le vide et pourtant à moindre coût. Alors, ce que tu as fait là, en stratégie, on appelle ça un SWOT. Souvent, on le voit dans les… Et c'est marrant parce que tu es pas allé sur ce registre scolaire sur lequel on est tenté d'aller quand on n'est pas dans la vraie vie. Mais en fait, on voit bien que toutes les étapes par lesquelles tu es passé, c'est des étapes qui sont normées, presque qu'on apprend à l'école, hein. Tu as analysé tes forces, tes faiblesses, les opportunités, les menaces. L'informel, c'était une menace. Le post-Covid, c'était une faiblesse. Et puis, il y avait cette opportunité d'exploiter une marque. Cette force, d'ailleurs, qui était probablement dans l'humain, dans l'entreprise. C'est quoi les forces aujourd'hui de Chiki, à part la marque? Je dirais surtout que, en tant qu'entreprise à taille humaine, c'est vraiment la proximité et la solidarité de l'équipe. Voilà. On a toujours favorisé les échanges informels et spontanés, que ce soit par rapport à N plus 1, que ce soit au niveau des collaborateurs. Donc, ça nous permettait de prendre rapidement des décisions et voir les choses telles qu'elles sont. Agilité. Voir les choses telles qu'elles sont, c'est peut-être une des bases aussi de la stratégie. C'est la stratégie éclairée. Merci beaucoup, Rine. C'était passionnant et j'ai hâte de rentrer dans l'opérationnel et les problèmes du quotidien. Je crois que tu as des histoires à raconter. Ingrid, question très ouverte, hein, sur ce que tu évoques. Donc, vous avez finalement un parcours entrepreneurial très différent. Toi, tu es arrivé, volonté de créer une activité presque d'indépendante. Et puis, le dynamisme, la fougue et l'allant de l'entrepreneuriat t'a pris et tu t'es retrouvé chef d'entreprise, en fait. Tu disais tout à l'heure, sans forcément de vision de démarrage. J'ai l'impression quand même qu'il y en a une aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et peut-être en revenant sur le pourquoi, qu'est-ce qui vous anime chez Step Up et qui construit cette vision et comment ça se vit au quotidien surtout? C'est quoi le lien que tu vois entre… Alors, c'est quoi cette vision? Pourquoi elle est là et comment ça se vit au quotidien? Est-ce que c'est théorique? Est-ce que c'est dans la plaquette de présentation de la boîte ou est-ce que c'est un truc qui est rappelé régulièrement, endossé régulièrement, qui aide à résoudre des problèmes? Comment ça marche concrètement? Alors, comment ça marche concrètement? Ça marche que moi, quand même, dans mon parcours, tu parlais des études et tu évoquais Porter, Pestel, voilà, tous les indicateurs qu'on suit. Moi, dans ma formation d'architecte de base, on n'a pas ce genre d'information. Donc, moi, je n'ai pas ce genre de connaissances au départ, au démarrage. J'ai la chance de faire partie d'une association patronale qui s'appelle le CJD, Centre des jeunes dirigeants. Et en fait, c'est en 2004 que j'entends parler de la stratégie. Ah, tiens, stratégie, ok, qu'est-ce que c'est exactement? Et c'est là que je commence à avoir les outils. Parce que le vocabulaire, je ne l'ai pas, parce que les automatismes, je ne les ai pas, parce que ce n'est pas du tout ma zone de confort. Moi, ce que j'aime, c'est le management, c'est être avec mes collaborateurs, c'est piloter, rencontrer les clients, c'est tout ça. Du tableau Excel, ce n'est pas ma zone de confort. Faire des SWOT, ce n'est pas du tout non plus. Des porteurs des pestels, au secours. Et pourtant, aujourd'hui, j'anime des formations au sein de cette association, Stratégie, Objectif Plus, où on parle de ça. Donc déjà, j'ai une petite dose de rappel très régulière. Je le fais faire aux autres, dirigeants qui viennent en commission. Et puis, moi, j'anime, donc je n'ai pas forcément le temps. Alors, la solution, elle a été assez simple. C'est qu'en fait, aujourd'hui, chez StepUp, on a 3 pôles opérationnels. Un pôle community management, un pôle de rédacteurs et un pôle web. Et autour de ça, il y a tout ce qui fait une agence de com, donc les graphistes, l'administratif. Voilà, on a tout un fonctionnement par pôle. Et quand tu es 45, tu peux plus, si je fais un peu quand même l'analogie, l'opérationnel, Ingrid, elle ne peut plus piloter 45 personnes en direct. Sinon, je fais déjà 45 heures par semaine pour faire que ça.
Et puis après, je ne sais pas quand est-ce que je fais le reste. Donc, j'ai des team leaders. Et en fait, ce que j'ai fait, ce que j'ai décidé, et donc je ne peux pas te donner la vision aujourd'hui parce qu'en fait, il y a maintenant un mois, j'ai réuni donc mes 4 team leaders parce qu'il y a aussi le pôle des stratèges. Et en fait, je leur fais une commission stratégique comme je la ferais dans cette association et j'y contribue et ça m'oblige, c'est malheureux à dire, mais c'est la réalité, ça m'oblige à moi aussi prendre le temps de me poser parce qu'en fait, c'est pas que je veux pas le faire, c'est pas que ça me plaît pas, c'est pas que j'en ai pas envie, c'est qu'en fait, je suis tiraillée entre, on parle de l'opérationnel et de la stratégie. En fait, tu as toujours l'impression que quand tu prends le temps de réfléchir, de te poser en tant que dirigeant, tu n'es pas là pour accompagner tes collaborateurs, tu n'es pas là pour régler le Xème problème, tu n'es pas là pour, etc., etc. Toutes ces choses du quotidien qui, même quand tu arrives au bureau à 6h30 et que tu pars à 21h, tu te dis, mais les journées sont quand même trop courtes. Et en fait, je prends pas le temps de le faire. Et donc là, j'organise des COMEX, des CODIR, on leur donne le nom qu'on veut. Mais en tout cas, je bosse avec eux et notre objectif, c'est de sortir notre vision. Alors à 3 ans, parce qu'à 5 ans, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de faire ça, mais tous ensemble. Parce qu'en fait, au-delà du fait, je ne vais pas dire que je me sens obligée, mais au-delà de ce fait de me dire je le fais déjà avec les autres et ça, c'est plus ma manière de fonctionner, eux, ils sont aussi au contact direct avec les collaborateurs, au contact direct de certains clients, au contact direct de certaines choses que moi, je ne sens pas forcément. Et que certainement, tout ça, ça va venir nourrir notre stratégie, notre vision. Et derrière, on aura des ambitions qui seront incarnées, des actions qui seront faites où les personnes seront impliquées parce qu'elles se sentiront concernées. C'est normal, on aura fait ça ensemble. Et moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Donc, te donner ma vision, je ne pourrais pas te la donner là comme ça, parce qu'en fait, on est en train de la co-construire, parce qu'en plus, ça fonctionne comme ça chez nous en intelligence collective. Et aussi, il y a une petite chose que je voudrais dire aux entrepreneurs qui, comme moi, ont démarré seuls et qui, petit à petit, ont eu du monde avec eux et qui grandissent. C'est qu'au début, quand tu es dans l'opérationnel, c'est toi qu'on appelle tout le temps. Il y a un truc à régler, le client, c'est toi qui l'appelle en direct. Tu as un ou deux collaborateurs, dès qu'il y a un truc, c'est toi qui l'appelle, il vient dans ton bureau. Et puis un jour, quand tu as des team leaders, parce que c'est logique d'avoir des managers pour mieux organiser les choses, d'un seul coup, des fois, tu te sens un peu inutile ou mais appelez-moi, moi aussi, je peux vous aider. Voilà. Et donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui, pour moi, c'est mon ressenti. Quand on passe du côté plus stratégique, plus pilote, plus entrepreneur, plus dans ce qu'on doit faire, c'est-à-dire le pilotage de l'entreprise, il faut accepter aussi que quelquefois, le téléphone il sonne moins souvent, la porte du bureau s'ouvre moins souvent. Et donc, je reviendrai avec plaisir dans 1 mois et demi, puisque notre objectif, c'est 2024, avec la vision. Et on aura normalement décliné en plus nos ambitions et nos actions. Donc, on aura une fusée pour Step Up à mettre en orbite. Nickel. Je ne réponds pas à la question. Désolée. Alors, je pense que si, et pardonne-moi de te contredire, je pense que tu as répondu à la question. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas ça ta vision? Est-ce qu'au fond, ta vision, plutôt qu'une vision sur la communication, le web, la rédaction ou l'un de tes pôles d'activité, c'est pas de réunir un groupe de collaborateurs engagés avec qui tu veux construire un projet? Bon, on en a un peu parlé déjà entre nous, mais oui, mon rêve, moi, c'est un jour de transmettre Step Up ici à des entrepreneurs qui seraient en plus issus de l'entreprise, ce serait top. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que la stratégie, c'est pas monolithique. Ça peut être la stratégie sur le produit, ça peut être la stratégie sur la marque, ça peut être la stratégie sur un certain marché, ça peut être aussi la stratégie sur un mode de management et un mode de gouvernance. Et ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que finalement, l'originalité, l'ADN de Step Up, c'est ça. C'est partant de Ingrid toute seule qui s'est rendue compte que, tiens, elle pouvait réunir d'abord dans son salon et ensuite dans une grande maison 45 personnes engagées, leur faire construire un projet commun. Ça, c'est une stratégie. Oui, c'est vrai. Et alors, comment on fait? C'est dur de faire ça? Il y a des déceptions, c'est quoi les challenges quand tu veux amener 45 personnes à se mettre d'accord sur une vision? Comment ça marche? C'est une bonne question, ça. Je n'ai pas de recette. Comment ça marche? Il faut avoir envie, déjà. On en a parlé tout à l'heure. De l'énergie.
aussi. Le fait est aussi qu'alors on n'est pas ni une entreprise libérée, ni une entreprise opale, ni on n'est pas sur ce format-là. C'est ce que j'aurais. C'est quoi une entreprise ovale? Bah, c'est en fait quand tout est partagé, quand la gouvernance est partagée, quand toutes les décisions se prennent en collectif, quand voilà, ce serait le rêve ultime, mais bon, j'en suis pas là. Mais pourquoi pas, hein, j'ai encore quelques années de travail encore, je suis pas encore à la retraite. Mais comment on y arrive? Je pense que déjà on y arrive parce qu'on a des fonctionnements d'intelligence collective, parce qu'il y a aussi des commissions en interne, parce que j'essaye du mieux que je peux d'impliquer les collaborateurs sur certains sujets, sur certaines décisions, parce que je considère que j'ai pas la science infuse non plus et que je peux aussi apprendre des personnes qui sont sur le terrain et que quelquefois mes idées, bah, elles sont pas bonnes. Alors, j'entends, des fois j'accepte, des fois, bah, quand même, quand tu es le dirigeant, tu essayes peut-être un petit peu, mais voilà, tu te fais rattraper, puis en fait, bah, la vie est bien faite, donc tu comprends que voilà, qu'il y a des choses à entendre et à mieux écouter. C'est accepter aussi de remettre en question des fonctionnements ou des automatismes ou des stéréotypes, des choses qu'on nous dit. Tu devrais faire comme ci, tu dois faire comme ça, il faut. Bah non, on va essayer autrement. Puis si ça marche pas, bah on essaiera autrement encore. Et puis si ça marche pas, bah j'essaye encore autrement. Et puis je trouve que ça marche bien en fait. Globalement, c'est pas toujours parfait. Il y a des personnes à qui ça convient pas, puisqu'en fait, on est sur un système où ça demande beaucoup de responsabilisation, beaucoup d'implication des collaborateurs, quel que soit le niveau opérationnel en tant que tel. Je considère que dans l'entreprise, la personne qui est au portail jusqu'au dirigeant, elle fait partie de la chaîne. Et il y a un maillon qui pète, bah, c'est toute la chaîne qui marche plus. Donc on se doit le respect, quelles que soient nos fonctions, quelles que soient nos responsabilités, parce qu'on a voilà, tous notre part de responsabilité dans un bon fonctionnement. Et puis on essaye, voilà, on expérimente. On essaye, on est agile. C'est d'ailleurs une bonne façon. On prenait le terme de jongler entre deux choses qui, a priori, semblent au quotidien, en tout cas, assez difficiles à concilier, la stratégie et l'opérationnel, en tout cas dans l'agenda du dirigeant. Et qui, personnellement, j'en suis convaincu aussi en tant qu'entrepreneur, doivent au maximum être conciliés dans la culture de l'entreprise, dans son éthique, dans ses valeurs, dans ses offres, dans ses produits, dans sa communication. Parce qu'en fait, une bonne stratégie simple, si elle infuse les actions du quotidien, c'est aussi un outil pour mettre les gens d'accord, résoudre les problèmes, mettre les clients d'accord, mettre les collaborateurs d'accord. Si on sait où on veut aller et pourquoi, peut-être que parfois le chemin est un peu plus facile, non? Oui. Et puis, je compléterai aussi sur ce que tu dis en disant que pour moi, la stratégie ou la vision, hein, parce qu'en fait, tout ça, c'est un peu la même chose, on la partage avec tout le monde de la même façon. J'adapte pas mon discours en fonction de si je suis face à un client, face à un banquier, face à un collaborateur. Voilà, nos valeurs sont les mêmes, notre manière de fonctionner restera le même. Et c'est même des fois aussi une posture à avoir, c'est-à-dire que face à un partenaire qui n'est pas OK, on n'est pas en phase avec si c'est ça mon rêve et ma vision, on ne travaillera pas ensemble. De l'agilité, oui, mais de la cohérence. Voilà. OK, on bascule sur l'opérationnel. Rin, tu travailles beaucoup? Effectivement. Ça ressemble à quoi ton emploi du temps? Ben, mon emploi du temps, ça ressemble à j'arrive très très tôt le matin et puis je quitte très très tard le matin, le soir et je reste toujours disponible 24 sur 24, même les week-ends, les jours fériés, je monte au bureau. Quand on a besoin de moi, on m'appelle, je suis là. Donc c'est comme ça. Et on t'appelle pour régler quoi aujourd'hui? Ben, pour tout et pour rien. Euh, déjà, moi, même si je suis en famille ou bien je suis en vacances, ben, ce qui est le cas rarement, j'emporte toujours mon ordinateur. Donc, peu importe où je suis, j'ouvre mon ordinateur, j'attends, j'envoie les mails. On m'appelle souvent sur des problèmes, genre, Madame, le
volet ne s'ouvre pas. Qu'est-ce qu'on fait? Euh, les friteuses sont en panne, ça ne marche pas, ça ne chauffe pas l'huile. C'est ce genre de choses qu'on m'appelle presque tous les jours. Ben, même pas tous les jours, mais presque tout le temps. Et ça, c'est quelque chose, ces 2 dernières années, tu as l'impression de gérer plus de problèmes ou moins de problèmes? C'était surtout la première année. C'était vraiment difficile au tout début. Parce que vraiment, c'était un peu agaçant au tout début de même de t'appeler pour un rien. Mais après, j'ai pu vraiment structurer la gouvernance, structurer mon équipe. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai mis au courant tout le personnel. Donc, si vous avez des problèmes par exemple, pour le stock, donc ce sera telle personne, pour les caisses, ce sera telle personne. Donc, c'était à partir de ça que j'ai appris vraiment à déléguer quelques tâches. C'est pas encore tout à fait érodé, puisque à chaque fois, dans une entreprise à taille humaine, ça change beaucoup. Il y a beaucoup de rotation. Donc, il y a tout le temps, ben, les problèmes ne sont pas totalement résolus, mais au moins, c'est moins intense qu'auparavant. Ça me fait penser, j'ai une question pour notre euh, architecte reconverti en entrepreneur. Euh, on- on- J'entendais une jolie phrase il y a pas très longtemps qui disait qu'il y avait une grande différence entre l'architecture et l'entrepreneuriat. C'est quand on construisait un immeuble, on commençait par le bas, par les fondations, pour monter ensuite les murs et le toit. Et que quand on construisait une entreprise, on commençait par le haut, et que le haut était les fondations les plus solides d'une entreprise. Les personnes qui à la fois portaient la vision, allaient devenir des managers, allaient l'incarner, et aller ensuite, non pas que j'ai une vision très pyramidale de l'entreprise, mais en tout cas, aller construire petit à petit les relais de ces fondations qui sont plutôt dirigeantes et managériales. Qu'est-ce que ça t'inspire? Oui, l'analogie est intéressante, je la note. Euh, oui et non. Alors, je serais d'accord avec ce que tu évoques en sachant juste que chez Step Up, j'ai commencé plutôt par embaucher des opérationnels et puis après, je les ai fait monter en. Donc, on a quand même monté des murs, je dirais. Et puis la stratégie, c'est quand même les fondations, hein, quoi qu'on en dise en fait. Donc, la vision, tout ça, normalement, mais vous savez bien, comme ça, dans un. Voilà, en théorie, c'est ça, mais en théorie, ça n'existe pas. Euh, on devrait, il faudrait, on doit, il faut avoir une stratégie pour après faire grandir l'entreprise dans les bonnes conditions. Dans mon cabinet, une petite anecdote, dans mon cabinet d'archi avant, j'avais fait venir quelqu'un qui avait fait un audit justement sur la dimension stratégique de l'entreprise. Il y avait 6 personnes, je crois, à l'époque. On n'était que des femmes, c'est comme ça, hein, c'était pas un choix, c'était comme ça. Et il a fait un audit de tout le monde et donc il posait la question de quelle était la stratégie donc d'Ingrid, puisque c'est moi qui dirigeais le cabinet d'archi. Et en fait, tout le monde a répondu grossir. Voilà. Nous n'étions que des femmes qui disent qu'elles veulent grossir. Si c'est quand même assez rare parce que c'est tout le temps au régime, une femme en règle générale, tout le temps. Et franchement, c'est pas une stratégie. Enfin, ça, rien à voir avec une stratégie. Et je crois que c'est ce jour-là où j'ai vraiment pris conscience que ça avait de l'importance et qu'on ne peut pas considérer que, voilà, que ce soit une vraie stratégie ou, tu vois, ou grandir. C'est pas, voilà, c'est pas une stratégie. Donc, voilà. Grandir, ce n'est pas une stratégie, c'est un principe de survie. Voilà. Parce que ce qui dans la nature ne grandit pas rétrécit, et ce qui rétrécit finit par mourir. Ceci dit, en fait, Ingrid, tu as une vision aujourd'hui, on sent très orga, et c'est frappant hein, sur cette taille d'entreprise. Tu parles de CODIR, de COMEX, de comité de mission, voilà, de feuilles de route, etc. Il y a une vision très, très orga. On sent également qu'il y a une vision sur les personnes, hein, sur les gens avec qui tu travailles. Rin, tu as commencé à évoquer le sujet de la constitution d'équipe, de la délégation, des middle managers. Je voudrais vous demander à toutes les deux, en commençant par Rin, à quel moment et dans quelle taille d'entreprise il faut avoir une équipe de managers
qui prennent sur leurs épaules des choses qui sont qui étaient auparavant du domaine principal du dirigeant ou de l'entrepreneur? Pour ma part, c'est à partir du moment où on a tout le temps la tête dans le guidon. Puisque dans l'opérationnel, on a vraiment tendance à travailler au quotidien et à ne pas se détacher du tumulte quotidien. Du coup, on a tout le temps la tête dans le guidon sans avoir vraiment un objectif, où est-ce qu'on y va, comment on va faire, par où on y va, où est-ce qu'on met le pied et tout ça. Donc, c'est vraiment à partir de ça que l'on doit mettre en place une équipe. Parce qu'à un certain moment, on ne peut pas tout gérer de nous-mêmes. Et pourquoi on ne le ferait pas avant d'avoir la tête dans le guidon? Ben, pour ma part, quand j'ai rejoint Chiki, ben, pour moi, c'était vraiment important tout d'abord de m'imprégner de la partie opérationnelle. Donc, pour moi, c'était vraiment important de savoir comment mes collaborateurs font, qu'est-ce qu'ils font, comment ils les font, comment ils sont. C'est comment la réalité du terrain. Pour moi, c'était vraiment important pour pouvoir les comprendre déjà, pour pouvoir après l'idée, comment on va faire, où est-ce qu'on y va et comment on va le faire et pourquoi on va le faire. Donc d'abord faire et ensuite faire faire au risque parfois de perdre la lucidité quand on fait trop. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes? Alors là, on est dans une contrainte qui est positive. C'est-à-dire que tu as envie de maîtriser parfaitement, d'avoir une vision, euh, tu as envie d'avoir vendu avant de demander à des gens de vendre, tu as envie d'avoir produit avant de demander à des gens de produire, tu as besoin et envie d'avoir ce contact avec la réalité qui derrière te permet de transmettre ta vision et tes outils à ton équipe. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes qui empêchent un dirigeant, un manager euh, de passer le cap et de monter une équipe qui lui permet de renforcer son entreprise et par ailleurs de se décharger aussi parce que l'entrepreneur, c'est aussi une femme, un homme, un être humain. Il a aussi besoin de soirées, de week-ends, de moments de famille. Et en fait, si on n'en a pas, si on tire sur la corde, à la fin, ça pète, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes qui empêchent de… Est-ce que toi, tu as rencontré d'autres contraintes qui t'ont empêché de monter plus tôt cette équipe et de déléguer? Euh, Vu que c'est une entreprise à taille humaine et surtout une entreprise en difficulté, je dirais que c'était à la partie financière. Voilà. C'était le plus gros souci qui nous empêchait, puisque les talents, ça ne court pas dans toutes les rues déjà, de un, et de deux, on n'en avait pas les moyens. En fait, c'est deux sujets très différents et je t'attendais sur ces deux contraintes-là. C'est-à-dire que on a une contrainte sur laquelle il faut mettre le doigt. C'est que si en théorie, on est tous convaincus qu'il faut des personnes extraordinaires à qui déléguer des sujets complexes, en fait, ces personnes ne courent pas la rue, il n'y en a pas beaucoup. Ils ne courent pas pour venir travailler dans nos entreprises, qui sont des entreprises à taille humaine, qui sont moins sexy que d'aller travailler dans un cabinet d'audit international ou d'aller poursuivre ses études en France pour une grande partie des jeunes talents malgaches que je connais et que je côtoie, ou de rejoindre une grande entreprise, ou de rejoindre même parfois une administration. Donc, il y a vraiment cette contrainte de la rareté des talents, de la difficulté à les attirer et à les fidéliser. Tu parlais également des moyens financiers. Je pense que ça ne fait pas tout. Comment on fait pour dépasser… Alors, est-ce que tu as en partie dépassé ce problème? Où tu te situerais aujourd'hui sur le chemin entre… tu disais, pour toi, le point de départ, c'est d'être la tête dans le guidon. Moi, j'ai l'impression que le point d'arrivée, c'est d'avoir une équipe solide à qui on peut insuffler une vision et à qui on peut déléguer, dont on peut suivre le travail et bien sûr qu'on peut coacher. Ça ne veut pas dire perdre le contact avec la réalité, mais j'ai l'impression que sur ce chemin, il y a ce point de départ, la tête dans le guidon, et le point d'arrivée. Tu en es où aujourd'hui sur ce chemin? Qu'est-ce que tu as déjà fait et comment tu t'y es prise et est-ce que tu voudrais faire plus et de quoi tu aurais besoin pour faire plus? C'est aussi un message à tes actionnaires.
Euh, Déjà parti à la tête dans le guidon, euh, après avoir vu la réalité, on a pu analyser les besoins. Et puis, certes, il y avait vraiment un problème financier et surtout la rétention des talents. Dernièrement, on a pas mal bougé partie production on avait eu du mal à engager un chef cuisinier. En 3 mois, on a eu 4 chefs cuisiniers. Déjà, de un, Chiki, c'est pas KFC, c'est pas Radisson, c'est pas. Donc, on avait vraiment du mal. Donc, il nous a fallu vendre la valeur, notre vision, et surtout de, d'inciter nos collaborateurs et nos partenaires à participer dans une aventure. Voilà. Donc actuellement, je dirais que j'ai déjà passé le cap de la tête dans le guidon, pensé un peu à la stratégie, mais surtout à mettre en place dans l'exécution de la partie stratégie. On en parlait beaucoup, c'est difficile parce que c'est des choses qui prennent du temps, qui prennent la disponibilité mentale, qui nécessitent des moyens dans des périodes où on n'a pas de temps, pas de disponibilité mentale et pas de moyens. Alors, je vais évidemment prêcher un peu pour ma paroisse d'investisseurs. C'est des étapes que les investisseurs aiment faire passer aux entreprises. Et c'est d'ailleurs comme ça que se positionnent souvent les investisseurs qu'on appelle en capital développement. C'est venir dans des étapes où on est… alors, toi, tu dis la tête dans le guidon. Moi, je vais dire la tête contre le plafond. On s'est bien levé, et puis la tête, elle tape, elle tape, elle tape. On voit qu'on a du mal à passer ce plafond. Il y en a qui disent le plafond de verre. Moi, je trouve qu'ici, c'est plus un plafond de briques qu'un plafond de verre. Et nous, c'est les étapes qu'on aime bien essayer d'aider les entrepreneurs à faire passer. Et je vais te dire comment. Le premier, c'est en considérant que d'abord qu'il faut une vision. Et c'est de se dire, dans cette étape où on a la tête contre le plafond, la priorité, c'est de commencer par regarder en bas, d'où on vient, tourner la tête à gauche, à droite, regarder la salle dans laquelle on cogne au plafond, cet environnement, se demander si par ailleurs on ne peut pas passer par une porte ou par une fenêtre qui ne serait pas le plafond, parce que parfois les choses évidentes ne sont pas forcément les plus simples. Et ensuite de se dire, OK, une fois qu'on a fait le constat que c'est le plafond qui bloque, comment on le casse et surtout jusqu'où on veut monter. C'est quoi le chemin, on appelle ça nous un plan de création de valeur, qui va nous amener à l'objectif, non pas final, mais à l'objectif, en tout cas, désiré, qui est cette fameuse vision, quoi, hein, l'objectif désiré, vers où on veut aller, ce cap. Et en fait, ce qu'on essaye de faire en tant qu'investisseur, c'est d'abord d'obliger l'entrepreneur à prendre ce temps. Et c'est terriblement dur, parce qu'en fait, on rencontre des entrepreneurs qui sont absorbés par leur quotidien, qui, quand on travaille sur un business plan ou sur un plan de création de valeur, doivent gérer la friteuse qui ne marche pas, la secrétaire ou le secrétaire ou le community manager qui n'est pas venu travailler, le client qui n'a pas payé sa facture. Donc, c'est très dur, mais on essaye, tout en étant vigilant au fait que l'entrepreneur continue à gérer l'opérationnel. On essaie de le challenger, de le sortir de sa zone de confort, de lui dire c'est pas grave, pendant un mois, tu vas bosser 2-3 heures de plus tous les jours et si ça se trouve, ça produira des choses positives. Et ensuite, une fois qu'on a acquis ensemble avec l'entrepreneur, en y passant du temps, je pense qu'il n'y a pas d'autre option, la conviction qu'il y a un chemin intéressant vers lequel aller, finalement, c'est une question bête de moyens. C'est de se dire, OK, combien il faut mettre sur la table et vers où prioritairement pour embaucher le ou les 2 ou les 3 personnes qui vont te permettre de prendre un peu plus de temps, de déléguer, avec une prise de risque importante. Là, on est en train d'investir dans une très belle entreprise où on sent bien que la feuille de route qu'on propose aux 2 entrepreneurs, en fait, dès le premier jour, ça va les submerger. Et on se dit, bah,
oublions la feuille de route. Constituons l'équipe. Gardons bien sûr la feuille de route en tête, mais constituons d'abord l'équipe. Commençons par dépenser de l'argent. Commençons par prendre des risques, tout en étant conscient que on n'a pas la formule magique pour attirer les talents dans des petites entreprises qui sont encore vulnérables, qui n'ont pas encore défini ni leurs valeurs, ni leur culture, etc., qui sont des outils qui permettent d'attirer et de garder les meilleurs. Et puis ensuite, je crois qu'une fois qu'on met les moyens, il y a un élément qu'on oublie souvent et qui est probablement la cause d'échec de stratégies bien pensées et de moyens bien mis, c'est de vérifier au fur et à mesure comment ça marche. C'est de définir des indicateurs qui permettent de vérifier si ce qu'on avait imaginé se produit, de le corriger, de l'améliorer quand ça ne se produit pas, d'accélérer quand ça marche. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent de faire. C'est de se dire, mais j'en ai recruté 2, là, ils sont super bons, pourquoi je n'en recruterais pas 4 de plus en prenant un peu plus de risques non pas parce que grandir doit être une vision, mais parce que grandir est probablement un outil pour travailler mieux. Et là-dessus, je voudrais casser un cliché de certains entrepreneurs. C'est plus les boîtes sont petites, plus elles ont de problèmes. C'est pas plus elles sont grandes. C'est des problèmes qui sont différents quand les entreprises grandissent. Mais finalement, il y a un vrai lien entre la petite taille et je dirais même la taille intermédiaire. On en parlait quand on préparait cette séquence. Moi, je suis profondément convaincu qu'il y a quelques étapes dans la vie d'une entreprise. J'aime bien la première étape, j'appelle ça le bal des débutantes. C'est finalement, vous arrivez dans l'arène, tout le monde vous regarde, tout le monde est content, tout le monde est beau, c'est formidable, on vous aide, vous créez dans des réseaux. Ah là là, on renouvelle l'écosystème entrepreneurial. Et puis nous-mêmes, on a beaucoup d'énergie. On a mis une belle robe, on s'est entraîné, ou un beau costume, pardonnez-moi, mais et voilà, c'est le bal des débutants ou des débutantes. Et en fait, on a cette énergie qui nous tient pendant, moi je trouve que c'est une période qui dure généralement 2 ans, qui peut durer un peu plus longtemps, mais généralement 2 ans. Et j'appelle les entrepreneurs à être très vigilants sur l'après de cette période-là, parce qu'après, c'est la vallée de la mort. Et cette vallée de la mort, elle dure assez longtemps en fait. Elle dure 3, 4, 5 ans sur des entreprises où il faut gérer les clients, les collaborateurs, les fournisseurs, les banquiers, les promesses qu'on a faites et qu'on n'a pas tenues, les ambitions qu'on s'était données et qu'on n'a pas atteintes, et puis la fatigue accumulée. Voilà. Après cette étape, il y en a 2 autres. Moi, je vais sur le terrain du Seigneur des Agneaux. Je trouve que l'étape d'après, c'est la comté. Une fois qu'on a passé la vallée de la mort, on est dans un magnifique paysage où finalement, il n'y a que des gens bien. On a passé une certaine taille, les choses se passent bien. On peut presque oublier de faire de la stratégie parce qu'on a construit des barrières à l'entrée, parce que c'est dur d'entrer dans la comté. Et donc, on peut oublier la stratégie, on ne fait plus que l'opérationnel, on vit, on gère ses problèmes, etc. Et je crois que la 4e étape, c'est le Mordor. C'est là où ne vont que les plus intrépides, ceux qui vont armés avec une grosse stratégie, avec une sacrée force de frappe, et tout le monde n'a pas forcément envie d'aller dans le Mordor. Et ça, ce n'est pas très grave. En revanche, moi, j'ai un conseil, sortez de la vallée de la mort. Sortez-en. Et je crois que sortir de la vallée de la mort, c'est obligatoirement arriver à concilier le stratégique et l'opérationnel. Et un des outils est probablement, Ingrid parlait d'organisation, Rin parlait de délégation, mais en fait, on parle de la même chose. On parle de l'équipe. Un des outils pour concilier le stratégique et l'opérationnel, c'est de monter une équipe. Sans équipe, on fera que de l'opérationnel, on s'épuisera, et puis à la fin, on ne fera pas de stratégie. Il me semble. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je compléterai ce que tu dis par aussi la posture qu'on peut avoir en tant que dirigeant. C'est-à-dire pour construire une équipe, oui, mais après, il faut accepter aussi et donner le droit à l'erreur parce que chez Step Up, par exemple, les team leaders sont pour certains des anciens community managers, des rédacteurs qui sont, voilà, ou un graphiste qui sont montés en compétences pour faire du management. Et si je ne leur avais pas donné le droit à l'erreur, déjà, ils n'auraient jamais rien tenté, ils n'auraient jamais rien essayé. Donc ça, c'est, je pense, quelque chose d'important.
Le fait aussi d'accepter, moi, Ingrid, que ce ne soit pas fait comme moi je l'aurais fait. Voilà. Des fois, c'est plus ou moins facile, mais c'est OK, en essayant quand même d'avoir des bases et des fondamentaux qui font que les valeurs de l'entreprise sont encore là, les éléments qu'on a mis en place dans notre fonctionnement, dans nos process, soient encore bien présents et bien représentés. Voilà, donc je dirais ça. Parce qu'en fait, et puis aussi quand même l'exemplarité. Je pense qu'en fait, j'essaye du mieux que je peux d'être dans le lean, on dit faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Bah là, c'est ça. Donc, j'essaye d'avoir cette posture en ne demandant pas aux autres ce que moi-même, je ne sais pas respecter, en fait. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai aujourd'hui des team leaders qui, je trouve, euh, me ressemblent un petit peu sur certaines choses et puis sur d'autres choses, pas du tout. Ce qui fait qu'en fait, on m'appelle effectivement moi de moins en moins pour le problème de la friteuse et pour le problème du volet. Mais ça arrive encore des fois. Et puis en fait, j'aime bien, je crois de temps en temps qu'on m'appelle encore pour les friteuses. Tu vois. Mais voilà. Mais Je crois que Rin aime bien aussi. tu vois. Mais voilà. Donc je trouve que ça aussi c'est important d'avoir cette posture, de laisser aussi la possibilité dans l'exigence, bien sûr, de faire comme nous, de se tromper, parce que nous aussi, des fois, il nous arrive de nous tromper. Voilà ce que ça m'inspire. Mais tu voulais ajouter quelque chose? Juste pour compléter à ce que vous avez dit tout à l'heure, je réitère un peu ce que Ingrid a dit au tout début. Déjà, il y a la chaîne de travail, dont tout le monde est important. Dans une entreprise à taille humaine, c'est vraiment palpable. Tout ça est vraiment palpable. Et dans une entreprise à taille humaine aussi, la polyvalence est vraiment suscitée, vraiment très, 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 très sollicitée, puisque c'est vraiment comme c'est comme une petite famille, quoi. Voilà. Je ne suis pas un grand fan du terme de famille dans le monde de l'entrepreneuriat. Je préfère celui d'équipe, mais chacun son truc. On va prendre les questions, de nos assez nombreux auditeurs. Merci beaucoup. Et puis, je remarque que l'échange doit être intéressant parce qu'en fait, le nombre n'a non seulement pas diminué, mais plutôt augmenté depuis le début. J'ai retenu quelques mots importants. Et puis, je vais juste vous poser une toute petite question très rapide et on va prendre les questions. Je pense que l'agilité, ça met tout le monde d'accord. Et d'ailleurs, sans surprise, parce que quand il faut jongler entre de la stratégie et de l'opérationnel, on imagine bien que la rigidité absolue et le fait de se tenir droit sur ses bottes et de ne pas varier d'un pouce quoi qu'il arrive fonctionne assez mal. On a parlé de polyvalence. J'ai entendu quelque chose qui ressemblait un peu au lâcher-prise chez Ingrid. L'idée de dire on ne peut pas régler tous les problèmes de tout le monde et on ne peut pas être partout à la fois. Et peut-être que il faudrait s'en inspirer un peu parfois chez Chiki, même si cette exigence extrême de qualité et de vérification fait partie des musts. On a parlé de valeur, hein, évidemment, et je crois que c'est quelque chose qui est au cœur de la stratégie d'une entreprise. Voilà. Il y a différents profils d'entrepreneurs. Alors, je n'ai pas fait mes devoirs et je n'ai pas sorti les 4 ou 5 profils habituels d'entrepreneurs. Peut-être que Ingrid les connaît mieux que moi, mais moi, si je devais les catégoriser, je verrais 5 profils. Je verrais les visionnaires, les coachs, les organisateurs, les problème solvers et les doueurs. Vous situez. Alors, les doueurs, c'est ceux qui font. Les problème solvers, c'est ceux qui sont attirés par la résolution de problèmes, petits et grands. Les coachs, c'est plutôt ceux qui se mettent à la disposition des autres pour les entraîner et les faire grandir. Les visionnaires, c'est ceux qui ramènent l'essentiel de leurs décisions à la grande vision et qui l'infusent dans toutes les actions du quotidien. Et puis, les organisateurs sont plus des profils de managers structurés qui mettent des process, etc. Laquelle de ces 5 catégories vous parle le plus pour votre profil de dirigeante ou d'entrepreneur, ou est-ce qu'il y en aurait une 6e?
Rin? Ben, pour moi, c'est le problème solver. Euh, ben, tout d'abord parce que c'est un défi constant. Et ben, moi, personnellement, j'adore les défis. Donc, résoudre les problèmes aussi, ça te permet de voir où est-ce que tu as été et où est-ce que tu es maintenant et comment ne plus avoir ce même problème à l'avenir. Voilà. Et toi, Ingrid? Euh, je pense que je suis plutôt l'entrepreneur un peu coach avec un peu d'organisation quand même. Mais quand ça commence à être trop organisé, ouah, ça me plaît déjà un peu moins. Mais plutôt coach. Et il y a une petite bonne pratique qu'on a chez Step Up qui peut peut-être servir. Donc, je vous la transmets. Donc, déjà, il y a une première chose, c'est si ma porte est ouverte, c'est que ma porte est ouverte. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, si ma porte du bureau est ouverte, on peut rentrer n'importe qui, n'importe quel niveau, n'importe quel problème, n'importe quoi. La porte est ouverte. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, quand on rentre dans mon bureau avec cette porte ouverte et qu'on me dit j'ai un problème, ce que j'essaye d'enlever comme automatisme, en règle générale, il faut venir avec 2 ou 3 solutions qui vont avec. Voilà. Donc, j'essaye autant que faire se peut, hein, je fais du mieux que je peux, hein, on se fait des fois rattraper par son naturel, de ne pas être dans le conseil, dans le tu dois, dans le il faut, dans le voilà. J'interviens vraiment quand je sens qu'on est arrivé dans une situation, mais j'aime qu'on me propose des solutions, j'aime que mes collaborateurs viennent avec 1, 2, 3 idées pour voilà, pour aussi me nourrir moi, parce qu'il y a des trucs auxquels je n'aurais pas pensé, et je me dis, ah oui, ça c'est plus pertinent que les idées que moi j'aurais eues. Donc ouais, je dirais plutôt coach. Voilà. Un vrai coach, oui, de ce que j'entends. Et je suis évidemment pas surpris que Rin soit attiré par la résolution de problèmes. Bon, écoutez, ça fait 1 heure qu'on échange. C'était très riche, très sincère, je crois. Je propose qu'on se donne une petite demi-heure pour prendre quelques questions en ligne. Alors, je ne sais pas si c'est mes longues années d'entrepreneuriat qui font ça depuis quelques semaines, mais en ce moment, je vois de moins en moins bien. Euh, mais je vais quand même faire un effort. Et si la fenêtre peut s'agrandir, j'arriverai peut-être à distinguer certaines des questions. Donc, je pense qu'on est bon là sur la vue. Ça va aller. Je vais faire un petit effort. Euh, c'est une question qui est passionnante et que je vais, dans un premier temps, poser à Ingrid, qui, je crois, côtoie tu dois avoir quelques clients corporate, grandes entreprises. La question est hyper intéressante. Merci à. Là, pour le coup, j'arrive pas à lire le nom. Mais selon vous, est-ce que l'on peut créer des équipes à taille humaine dans une grande entreprise? Ah, alors j'ai lu un ouvrage, mon Dieu, qui s'appelle Sur les organisations. J'ai une mémoire visuelle, je suis désolée, je vois très bien la jaquette de couverture. C'est Lalou, je crois, qui a écrit ça. Où en fait, il explique, et moi je trouvais ça fascinant. On Et il mettra la référence sur le ouais, chat voilà, plus tard. je vous la donnerai tout à l'heure, juste après. Superbe. Voilà. Et en fait, bah, c'est lui qui parle justement des entreprises opales et de comment l'entrepreneuriat est devenu de quelque chose de très militaire et ce qu'il appelle rouge jusqu'à opale, en passant par le vert, etc. Et en fait, il explique que dans une grande entreprise, tu peux recréer les conditions un peu de cette entreprise à taille humaine en créant des groupes. Tu vois, c'est comme des mini-entreprises dans l'entreprise, avec visiblement quand même une certaine limite de taille pour que ce soit fonctionnel et que ce soit efficient et que ça fonctionne. Et je trouvais l'idée assez passionnante. Donc, je pense que oui, c'est possible. Avec cette méthode, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Cependant, je dirais que en termes d'énergie managériale, ça doit être quoi. Enfin, je pense que ça doit demander, mais je pense que oui, c'est possible. En tous les cas, je l'ai entendu, voilà, et j'ai lu sur cette typologie-là. Ok, moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Avant d'être entrepreneur, j'étais consultant en organisation, que dans des grandes entreprises, puisque c'était des grandes banques du CAC 40. Et en fait, j'avoue avoir été extrêmement désabusé par le fonctionnement des très grandes organisations dans lesquelles
il est impossible de ne pas constater une déresponsabilisation claire et forte des managers, qui d'ailleurs se traduit par le recours régulier à de très nombreux consultants. Et souvent, les managers sont évalués à l'aune du nombre de consultants qu'ils ont sur leur budget plutôt qu'à l'aune de leur réalisation. Réalisations qui de toute façon ne sont pas assumées dans le temps long, puisque finalement, dans une grande organisation, les managers changent de poste assez régulièrement. Donc, en ce qui me concerne, j'ai commencé ma carrière en étant un peu dubitatif sur les très grandes organisations. Il y a un élément également issu de mes lectures et de certains échanges avec des dirigeants ou des managers de grandes organisations qui est assez nouveau. C'est le switch progressif d'une organisation par fonction à une organisation par projet. Et il est évident que quand on a une fiche de poste et une fonction, eh bien, en fait, c'est difficile de construire des équipes avec des fonctions et des fiches de poste. C'est plus facile avec des projets. Et donc, on se retrouve dans quelque chose qui ressemble à l'entrepreneuriat, qui est un pourquoi, qui est une feuille de route et qui est un élément non pas organisationnel, mais un élément de fond qui réunit les gens et qui crée des équipes autour de quelque chose qui a du sens. Et je crois que c'est un autre des éléments aujourd'hui qui est allié à la notion de projet. Hein. C'est la notion de sens et qui est probablement le germe d'une des énièmes crises remises en question des modèles managériaux des grandes organisations. C'est la recherche du sens. C'est valable pour les… Dans une petite entreprise, la question du sens ne se pose pas parce qu'on est obligé de se la poser. Dans une grande, quand on arrive, la question pourquoi je suis là, à quoi je sers, elle se pose en fait finalement assez rapidement, quoi. Et je me dis que le projet, le sens peut être un des éléments qui permet de construire des petites équipes dans des grandes organisations. C'est le sujet de concilier vie personnelle et vie professionnelle quand on est entrepreneur d'une entreprise à taille humaine. Donc, on est sur un sujet qui est un peu clé. Rin, est-ce que tu peux reprendre les éléments de réponse que tu étais en train de donner, s'il te plaît? Oui. Donc, je disais, personnellement, pour ma part, certainement, il y a un déséquilibre. Mais le déséquilibre, quand on est vraiment dedans, quand ce qu'on fait, ça nous passionne, on ne s'en rend même pas compte. Mais quand même, il est très, très important de trouver un peu de temps pour soi, de se détacher des problèmes, des tumultes quotidiens, de, de, de s'évader, vraiment de se détendre. Faire un peu de sport. Pour ma part, je fais kickboxing, donc ça me permet de revenir un peu plus forte après une séance. Donc, Et c'est utile quand les problèmes deviennent vraiment importants avec les gens. oui, tout à fait. OK. Et toi, comment tu fais, Ingrid? Alors, comment je fais? Je suis un peu comme toi, Rina, je suis passionnée, donc je suis rarement off 100%, sauf si je suis dans une contrée malgache où aucun réseau ne passe, où là, forcément, je le suis. Mais sinon, moi, j'aime à dire que ce qui me plaît, c'est de rester un peu connecté avec l'entreprise. Donc, si ça me convient, je ne vois pas en quoi je devrais, parce qu'il faut forcément arrêter complètement. Donc, quand je suis en vacances, par exemple, je vais être connecté, mais 1 heure ou 2 heures, et je vais prendre la température et juste demander est-ce que quelqu'un a besoin de moi? Est-ce qu'il y a un sujet dont on a besoin de parler? Donc voilà, sur les vacances, ça va plutôt être ça. Sur le quotidien, je ne suis pas une grande sportive, si vous pouvez le remarquer. Donc, je fais un peu de padel, tu vois, voilà, un peu de marche à pied, un peu de choses plutôt pour prendre l'air. Pas mal de massage aussi, quand même. Et vraiment, je pense que ça réussit aussi à me donner des idées parce que je laisse aller le cerveau, en fait. Donc, je trouve qu'il y a des fois, il y a des petites idées qui arrivent, voilà. Mais vraiment, enfin, moi, j'ai pas de trouble de sommeil, j'ai pas ce genre de choses. Je pense que le jour où tu commences à avoir des alertes de cet ordre-là, genre migraine, genre trouble du sommeil, je pense que là, on est sur un autre sujet et là, il faut penser vraiment à prendre soin de soi parce que je vois pas comment on peut prendre soin des autres et de notre entreprise si on n'est pas, nous, déjà un peu en forme.
est-ce que vous arrivez l'une et l'autre, est-ce que c'est une habitude que vous avez, à prendre des temps purement dédiés à la réflexion? Pas si je ne fais pas partie d'une commission de travail où je me suis engagée sur cette année et que j'allais bosser, voilà. Pas si j'ai pris un rendez-vous avec mes collaborateurs où on a décidé de travailler sur un sujet en intelligence. Voilà, je vais en parler un peu à la maison, tu vois, de temps en temps, avec mon conjoint, qui est très à l'écoute et qui est très sympa, mais je pense qu'à un moment donné, ça doit le saouler quand même, hein. Step up par-ci, step up par-là, puis la machin, puis la truc, puis voilà, voilà. Mais des temps de réflexion où je me pose vraiment. Non, enfin, Et puis après, je n'ai pas un tempérament comme ça non plus, hein, Emmanuel, tu vois. Je pense que c'est aussi une question de tempérament. Si j'avais été visionnaire par rapport à la question que tu as posée, je pense que peut-être ces personnes-là, elles ont le temps de se poser, puis ou elles le font, tu vois. Moi, ça me demande, c'est pas ma zone de confort en fait. Donc, je pense qu'il me faut d'autres stimuli pour le faire. Ben, pour moi, en tant que problème solver, bah oui. Parce qu'à chaque problème, il va falloir analyser chaque solution. Déjà, trouver beaucoup de solutions et puis les analyser une à une et puis prendre des décisions rapidement. Donc, oui, pour moi, je réfléchis beaucoup. Ok, est-ce qu'on a des questions qui sont arrivées ou est-ce qu'on a des auditeurs là qui souhaitent nous en ajouter? Je ne vois pas le chat. Non, bon, on n'a pas de questions. Du coup, on va s'orienter vers la conclusion de cette masterclass qui était vraiment passionnante. Merci beaucoup de nous avoir parlé de vous, de vos entreprises, de vos histoires, de la façon dont vous jonglez entre le stratégique et l'opérationnel, entre la vision et les problèmes, entre la théorie et la réalité. Je crois que j'ai reçu quelques messages. Je crois que ça a beaucoup plu. C'était très pratique, très pragmatique. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez, vous, un thème qu'on n'a pas abordé, que vous aimeriez aborder, un conseil à donner si vous aviez un tableau blanc ou un tableau noir au fond de la salle sur lequel vous voudriez laisser voilà, une phrase, un conseil, un mot pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui nous écouteront plus tard, ça serait quoi? Euh, je remercie Emmanuel, je remercie Miracap. C'était un plaisir et c'était vraiment un partage enrichissant. Je n'étais pas que participante, j'ai vraiment pu acquérir des choses aujourd'hui. Merci Ingrid. Pour ma part, s'il y avait un tableau blanc, j'écrirais la résilience. Voilà. Merci à toi. Merci, Emmanuel, pour cette invitation. Qu'est-ce que je dirais? Bah, je dirais faire ce que je dis et pas ce que je fais. Voilà. Voilà. Et puis surtout, je pense que le truc à retenir qui peut peut-être vous inciter, vous entrepreneurs, à avoir une vision et à travailler votre stratégie et à sortir peut-être un peu de l'opérationnel, c'est qu'en fait, quand on le fait, on n'est plus en train de subir ce qui nous arrive autour, notre environnement. On est vraiment acteur de ce qui se passe et de ce qu'on veut, ce vers quoi on veut aller. Donc, je dirais peut-être ça. Voilà. En réfléchissant et en se posant, on a moins de risque de subir. On est plutôt acteur. Bah, merci à toutes les deux. Et en fait, j'étais un peu triste et je voulais faire ça en guise de conclusion. Finalement, je suis très heureux. Le mot est arrivé à la fin. Merci, Rin. J'ai bien noté, on ne l'avait pas employé depuis le début de la masterclass, c'est le mot de plaisir, qui est quelque chose que l'on retrouve pourtant comme une énorme source de motivation chez les entrepreneurs. On a parlé d'équilibre tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est ce que les entrepreneurs recherchent le plus au quotidien. Ce qui est sûr, c'est que euh, j'en rencontre beaucoup qui sont drivés parfois par la vision, parfois par la volonté de régler les problèmes, mais j'en rencontre presque tous qui sont drivés aussi par ce plaisir de réussir, d'apprendre, de fédérer, de progresser tout simplement, de pivoter, parfois de rebondir. Tu parlais de résilience. Je crois que on n'avait pas employé le mot, mais il est ressorti de vos histoires et je crois que c'est peut-être
une des pistes qui permet de concilier le stratégique et l'opérationnel, ce plaisir qu'on trouve dans nos aventures entrepreneuriales respectives. Voilà. Merci beaucoup à tous. C'était un vrai plaisir pour le coup. Moi aussi, j'ai appris des choses. Je vous connais un peu mieux aujourd'hui. Je regrette vraiment qu'on n'ait pas pu répondre aux nombreuses questions qu'on avait eues. Je voulais également dire que donc, la masterclass sera mise en ligne. On en organise une dans 3 semaines. Le thème sera révélé bientôt. La barre est haute pour succéder à Arin et à Ingrid. Donc, encore une fois, merci beaucoup et à très bientôt.